Bonjour, alors je vais essayer de repasser à 2 bulletins d'information par semaine, sans rien vous promettre pour le mois de décembre. Par contre, à partir du mois de janvier, ce sera beaucoup plus stable. Donc à partir du mois de janvier, je repasserai, définitivement à 2 bulletins par semaine. Aujourd'hui, 12 décembre 2025, donc je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine, où nous avons appris la mort d'un pilote ukrainien. Il s'agissait du lieutenant-colonel Ivanov, tué en mission à bord de son Sukhoi 27. Son appareil donc aurait été abattu par un Sukhoi 35 russe le 8 décembre 2025 dans l'oblast de Donetsk. Depuis 3 jours, les Ukrainiens lancent d'importants raids de drones sur la Russie et les Russes ont avancé le nombre de 350 drones engagés dans ces attaques et à ce jour, au moins une raffinerie, plus précisément la raffinerie de Yaroslav, a été touchée. Sans transition, direction le terrain et plus précisément donc la ligne de front. Sur le front de Soumy, aucune évolution des zones de contrôle. À noter ici que 2 blindés ukrainiens ont été géolocalisés et détruits. Ici un Senator le 4 décembre et ici 4 jours plus tard, c'est un STRF 9040 qui a été détruit. Donc c'est un véhicule blindé de combat d'infanterie de conception suédoise. Il a été détruit par un drone kamikaze. Sur le front de Kharkov, aucune information ni géolocalisation. Donc on se dirige directement sur le front de Louhansk, où le barrage de Pechelny, ici, a été frappé par un bombardement russe le 9 décembre, apparemment avec un lance-roquette multiple de type Tornado. Et le barrage ici, qui se situe ici, a subi d'importants dégâts. Sur la ligne de front, dans la partie nord, aucune modification des zones de contrôle. Sur Kupiansk, je n'ai pas eu d'informations ces 3 derniers jours. Par contre, aussi au sud de Kupiansk, sur la rivière Oskil, les Ukrainiens ici avaient installé des pontons. Le 25 et 28 novembre, ici, des vidéos ont été publiées avec des blindés ukrainiens immobilisés. Ici, nous avons un M113 qui est carrément renversé et immergé dans la rivière. Et ici, un peu plus loin, c'est un Max Pro qui est retourné en bord de route. Sur la partie est, dans la zone grise, une position ukrainienne a été bombardée au sud-ouest du village de Stepova Novosilivka, qui est sous contrôle des Russes, ici exactement. Pas de modification dans ce secteur. Nous dirigeons maintenant sur la partie sud du front de Louhansk, où ici on note des avancées russes à l'ouest de Seredjnie. La position de l'armée russe a été bombardée dans cette bande forestière, ce qui a étendu la zone grise, donc en défaveur de la zone précédemment sous contrôle des Ukrainiens. Les Russes ont sécurisé le terrain au sud de Seredjnie jusqu'au village de Novoselivka et terminé la prise du village de Derilovie. Tout se contrôle ici. Et on note également une présence de l'infanterie russe dans le village de Yarova, et plus précisément à l'ouest de celui-ci, où une position de fantassins russes a été bombardée il y a 48 heures. Donc extension là également de la zone grise. Donc je dézoome pour bien vous montrer. On se situe ici au nord-ouest de Liman, sur le front de Louhansk, toujours dans l'oblast de Donetsk et à une vingtaine de kilomètres de Slaviansk. Retour sur la ligne de front, là également une partie du terrain est passée sous contrôle de l'armée russe. Nous arrivons ici au sud-est de Liman cette fois-ci, où on note là également des sécurisations de terrain au profit de l'armée russe, en direction du village de Dibrova, où on note déjà la présence de l'infanterie russe, notamment ici une position qui a été bombardée le 10 décembre. Le village de Yampil est maintenant à 60% sous contrôle de l'armée russe, qui continue ici son offensive. Et au sud de ces événements, c'est un Kozak qui a été détruit. Donc c'est un véhicule blindé léger de l'armée ukrainienne qui a été détruit par un drone kamikaze le 7 décembre, juste à proximité de la rivière Donetsk que vous voyez ici. Ensuite, nous arrivons sur le front de Siversk, où ont lieu les plus importantes modifications de ces 3 derniers jours, puisque les Russes pris d'assaut la ville de Siversk, qu'ils contrôlent actuellement. Récapitulatif des événements donc sur Siversk, donc ces dernières semaines. Alors, tout d'abord sur le flanc nord, le 22 novembre, des unités d'assaut ont franchi le Siversky Donetsk, donc ici exactement, et ont repoussé les Ukrainiens hors du village de Platonivka. Cela a permis aux Russes de contrôler donc par le feu la route qui se situe juste au sud de ce même village, ici, et donc de couper la dernière voie d'approvisionnement de la garnison ukrainienne de Siversk. Parallèlement, les forces armées russes ont fini par briser la résistance des formations ukrainiennes sur les lignes défensives situées à l'est et au sud de Siversk. Et rapidement, les groupes d'assaut russes ont atteint le centre-ville, hissé leur drapeau sur l'école locale et pris le contrôle complet des environs. À la suite de ces avancées, la défense ukrainienne dans la localité s'est donc effondrée, ouvrant la voie à une traversée de la rivière Bakhmutka, donc qui traverse la ville de Siversk.
et une progression rapide vers la périphérie ouest. Le 11 décembre, donc hier, les forces russes ont établi leur contrôle sur l'ensemble de la localité de Siversk et ont hissé donc des drapeaux dans plusieurs quartiers de la ville, tandis que les Ukrainiens se sont repliés précipitamment vers les hauteurs situées à l'ouest. Mais les Russes ne se sont pas contentés de prendre la ville de Siversk, ils ont continué à lancer leur attaque sur la partie ouest, et même ici une position de leur armée y a été bombardée le jour même où ils ont pris le contrôle de Siversk. Et ici, ce sont plus de 30 km² donc de terrain qui sont passés sous contrôle de l'armée russe. Zvanivka reste pour l'instant dans la zone grise, mais avec cette dernière avancée, le village pourrait passer sous contrôle des Russes ces prochains jours. On continue sur le front de Chassifiar-Konstantinivka. Ici, pas de modification des zones de contrôle, si ce n'est dans la partie sud, à l'est de Katerinivka, où ce secteur est passé sous contrôle de l'armée russe. Et en termes de géolocalisation de matériel détruit et dans un ordre chronologique, ici nous avons un Marder qui a été détruit par un drone kamikaze russe le 3 décembre. Et au sud de Konstantinivka, ici c'est un VBL, là également est détruit par un drone kamikaze russe, mais le 9 décembre. On continue, nous arrivons maintenant sur le front donc, de Pokrovsk. Nous allons commencer avec la partie nord et plus précisément sur le secteur de Chakovie, ici où les Russes ont progressé en direction de ce village. Ils ont sécurisé les abords sud ainsi que les villages de Volodymyrivka et de Pankivka. Ensuite sur la partie ouest, au sud-est de Nové Chakovie, l'infanterie russe a progressé, elle a été bombardée ici dans ce secteur, alors qu'elle se dirigeait vers le village de Nové Chakovie qui est actuellement tenu par l'armée ukrainienne. On se déplace vers le sud et on se dirige maintenant donc dans la poche de Mirnorad, où ici le secteur contrôlé par les Ukrainiens se réduit comme peau de chagrin, comme vous pouvez le voir ici sur la vidéo. Les Russes ne relâchent pas la pression sur la garnison isolée ukrainienne de Mirnorad. Ils ont de nouveau sécurisé cette partie du terrain donc autour de celle-ci. L'infanterie russe continue d'avancer donc vers forces armées ukrainiennes restantes dans Mirnorad. Ici, plusieurs positions y ont été bombardées et les forces aérospatiales, dont il ne faut pas sous-estimer le rôle ici dans l'avancée de l'infanterie russe, puisque c'est souvent l'infanterie russe qui parvient à sécuriser du terrain, mais avec l'aide très importante des forces aérospatiales russes qui matraquent les positions de leur adversaire, éliminant certaines positions avec une seule frappe et préparant donc le terrain pour l'assaut de l'infanterie. On parle souvent des drones qui ont totalement modifié le champ de bataille, mais il ne faut pas non plus sous-estimer l'usage des forces aériennes et notamment des FAB, donc des bombes conventionnelles équipées de kits de guidage, qui elles aussi jouent un rôle fondamental sur ce champ de bataille. Un petit peu plus à l'ouest, au nord de Pokrovsk, ici, un Marder a été détruit le 24 novembre par un drone kamikaze russe. Alors dans Pokrovsk, il subsiste des poches de résistance ukrainienne, comme ici dans la partie centrale, où plusieurs soldats ukrainiens y ont été filmés le 9 décembre. Donc à mon niveau, la ville de Pokrovsk n'est toujours pas à 100% sous contrôle de l'armée russe. Et sur la partie nord-ouest de Pokrovsk, des éléments russes qui faisaient donc mouvement vers le village de Richninie ont été interceptés par l'artillerie, les FPV et les drones ukrainiens. Alors la différence entre un FPV et un drone, ici dans mes explications, c'est que le FPV c'est un drone kamikaze et le drone, c'est un drone mais qui lance une charge explosive. Et ici donc une colonne de plusieurs quads russes a été détruite le 10 décembre. 4 à 5 quads ont été détruits sur cet axe. Et l'infanterie russe y a été dispersée. Et au sud de Pokrovsk, ici le 29 novembre, un MTLB russe a été endommagé et abandonné sur cet axe, au nord de Shevchenko. Nous arrivons maintenant sur le front de Dnipro, où les Russes ont pris le contrôle de Molodetskié et où les Russes ont continué leur avancée jusqu'en direction du village de Novo-Pidorodnie, ici, où une de leurs positions a été bombardée le 10 décembre. On continue sur le secteur de Novopavlivka. Donc ici, les Russes ont sécurisé cette partie du terrain, et notamment le village de Orikovie, qui se trouve ici. Donc ici, sur Novopavlivka, les rapports indiquent que les forces russes ont pénétré dans Novopavlivka par une brèche dans les défenses anti-chars qui étaient situées au sud-est, plutôt que par la route du sud, donc ici. Cette route d'ailleurs est fortement fortifiée et probablement encore tenue par les Ukrainiens.
Les Russes ont progressé donc jusqu'à la route, donc qui traverse le village, mais leurs assauts blindés et d'infanterie ont été repoussés dans la partie nord du village, entraînant de lourdes pertes. Et malgré les infiltrations profondes, les Ukrainiens résistent comme ils peuvent. Et au sud, les Russes ont pris le contrôle des champs et des lignes d'arbres proches de la route. Ensuite, on se déplace un petit peu plus vers l'ouest. Alors ici, dans le village de Ivanivka, qui reste disputé. J'ai pu identifier deux unités présentes de chacune des deux armées dans ce village. Ici, nous avons la 37e brigade de marine côté ukrainien et ici, nous avons le 228e régiment de fusiliers motorisés de la garde côté russe. Alors sur Ivanivka, les forces armées ukrainiennes sont rentrées de nouveau et récemment dans le village, comme indiqué dans les précédentes vidéos. Ces forces ukrainiennes ont lancé une contre-attaque pour reprendre la localité, qui avait été capturée par les Russes en octobre. La défense russe sur place donc, était très limitée, avec trop peu de soldats pour résister efficacement. Les Ukrainiens ont réussi à nettoyer les champs au nord du village, et où il y avait eu lieu d'ailleurs des infiltrations russes qui s'étaient avancées de quelques kilomètres le long des lignes d'arbres. Et la plupart des zones reprises étaient auparavant considérées comme la zone grise, ce qui rend les données encore approximatives. Actuellement, les Ukrainiens, et plus précisément la 37e brigade de marine, sont présents dans la moitié nord du village, tandis que quelques poches isolées de soldats russes subsistent, notamment dans cette bande forestière ici, où des unités du 228e régiment de fusiliers motorisés de la garde ont été localisées. Et certains rapports ukrainiens affirment que l'ensemble du village a été repris. Néanmoins, avec ces informations et les dernières géolocalisations, on ne peut pas confirmer cela actuellement. On continue sur ce front de Dnipro jusqu'au village de Ostapivskié, ici où l'infanterie russe a lancé donc une attaque le 9 décembre. Elle a hissé donc un drapeau dans ce même village et des éléments avancés russes ont été attaqués et éliminés par des drones kamikazes ukrainiens à l'ouest de cette localité. Donc ici, extension de la zone grise en défaveur de la zone précédemment sous contrôle ukrainien et le village de Danilivka est passé sous contrôle des Russes. Un petit peu plus au sud-est de Dodoporopila, dans la zone grise, une position russe y a été bombardée ce matin même. Et enfin, nous allons terminer ce front de Dnipro et le début du front de Zaporizhia avec Oulialpol, ville qui a été soumise au bombardement des forces aérospatiales russes, ici notamment le 10 décembre avec des FAB. Et les combats urbains ici ont même atteint le centre-ville, puisqu'une position de l'armée russe y a été bombardée le 10 décembre, tout comme ici dans les quartiers nord. Donc les combats pour Oulialpol continuent avec une première présence de l'infanterie russe dans le centre-ville. Et nous allons terminer avec le front de Zaporizhia où il n'y a pas eu de modification des zones de contrôle. Sur la partie ouest ici, les forces aériennes ukrainiennes ont bombardé ce quartier d'immeubles de grande hauteur le 7 décembre et le village de Stepnoirsk reste dans la zone grise. Et enfin la mer Noire. Donc en mer Noire, le 10 décembre, 3 drones navals ukrainiens ont attaqué et touché le tanker Dashan, battant pavillon de la Gambie. Pour information, ce navire fait l'objet de sanctions dans le cadre de ce qu'on appelle la flotte fantôme russe. Et aux dernières nouvelles, le navire a subi des dégâts importants nécessitant des réparations. Donc voilà pour les informations donc essentielles au 12 décembre 2025. Donc en résumé, et la principale information de ces 3 derniers jours, c'est la chute de la ville de Siversk, donc ville qui a été prise d'assaut par la 123e brigade russe. Et la zone de contrôle des Ukrainiens dans Mirnorad est en train de se réduire de jour en jour. Voilà, et bien écoutez, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, passez un bon week-end et à très bientôt.